Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle enquête. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour parler d'une disparition assez étrange. Il s'agit de celle d'une jeune femme ayant disparu sur son lieu de travail. La radio est encore en marche, la lumière de son bureau est encore allumée et le livre qu'elle était en train de lire est grand ouvert posé sur son bureau. Tout porte à croire que la jeune femme a été interrompue au beau milieu de ce qu'elle était en train de faire. Mais 40 ans plus tard, on ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé ce jour-là, ni même si elle est encore en vie. Avant de commencer cette histoire, je vous présente rapidement la personne dont nous allons parler aujourd'hui. Il s'agit de Cynthia Anderson, une jeune fille de 20 ans venant d'une famille protestante très pratiquante. Et maintenant que vous avez les bases, on peut rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes le 4 août 1981 et comme chaque jour, Cynthia doit se rendre au travail. Elle est secrétaire juridique dans un cabinet d'avocats situé à Toledo, dans le nord de l'État de l'Ohio, pour encore quelques semaines, car elle a prévu de quitter son travail pour reprendre ses études et rejoindre une université protestante avec son petit copain de l'époque. Il est donc environ 8h30 et comme pour le moment elle travaille encore dans ce fameux cabinet d'avocats, elle prend la route en direction de son bureau. Elle sait qu'elle va passer sa matinée seule puisque tous ses collègues ont des horaires un petit peu plus cool qu'elle et ils arrivent seulement vers midi. Comme d'habitude, elle va passer sa matinée au téléphone à prendre en charge les appels téléphoniques du cabinet. Sauf que ce jour-là, quand ses collègues arrivent vers midi, ils vont trouver la porte du bureau de Cynthia fermée à clé. Et lorsqu'ils l'appellent, personne ne répond. Ils cherchent donc une manière d'ouvrir la porte de son bureau et lorsqu'ils y arrivent, ils tombent sur une pièce totalement vide. La lumière est allumée, la radio et la climatisation sont encore en marche et il y a même un livre posé sur le bureau qui est ouvert à une page comme si quelqu'un était en train de le lire. Lorsqu'ils s'approchent du livre, ils vont remarquer que la page sur laquelle il est ouvert parle d'un enlèvement d'une jeune fille et donc ils vont se dire que la scène est assez étrange puisqu'on dirait justement que Cynthia vient de se faire enlever ou du moins qu'elle s'est volatilisée. Inquiets, ils commencent à la chercher un peu partout, ils font le tour des bureaux et en faisant le tour du parking, ils vont se rendre compte que sa voiture est encore là. Ils se disent qu'elle a donc pas pu aller bien loin et qu'elle est peut-être tout simplement partie se chercher quelque chose pour manger puisqu'il est environ midi. Mais le temps passe et Cynthia ne revient pas. Donc au bout de quelques heures, ils prennent la décision de signaler sa disparition à la police. Et c'est là que le mystère commence. D'abord, les enquêteurs vont penser à une disparition volontaire et donc ils vont aller interroger la famille pour trouver des possibles causes. Son père va tout de suite déclarer que pour lui, c'est pas du tout possible une disparition volontaire puisque tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Cynthia. Elle est heureuse, son travail se passe bien, elle va reprendre ses études, elle est très emballée à l'idée et en plus elle va le faire avec son petit copain de l'époque, donc elle va pouvoir s'installer avec lui et c'est parfait, elle est très heureuse de ça. Non, franchement, il a beau réfléchir, il voit rien du tout. Il y a peut-être juste un truc qui lui vient un peu en tête. Il se dit que c'est vrai que depuis quelque temps, sa fille fait beaucoup plus attention à son apparence. Elle est devenue beaucoup plus coquette, elle se maquille beaucoup plus, elle s'habille différemment et elle fait attention à son poids à tel point qu'elle ne prend même plus ses petits déjeuners le matin alors que d'habitude elle n'en loupait pas un. Donc il se dit que c'est vrai que ce comportement-là est bizarre et ça l'intrigue un peu, mais rien qui justifie une disparition volontaire. Sa mère et sa sœur ont par contre un autre point de vue sur le sujet. Elles disent qu'elles sont d'accord, tout va bien dans la vie de Cynthia pour le moment, mais elles ont remarqué qu'elle était un petit peu inquiète ces derniers temps. Et lorsqu'elles ont parlé à Cynthia puisqu'elles s'inquiétaient de la voir inquiète, cette dernière leur a dit que depuis quelque temps, elle faisait tout le temps le même rêve où elle se faisait enlever et tuer par un inconnu. Ça veut peut-être dire que Cynthia savait qu'elle était en danger et que ça la tracassait tellement qu'elle en rêvait chaque nuit. En tout cas, c'est ce que sa mère et sa sœur se disent, et il semblerait que la police soit aussi de cet avis, puisqu'elle finit par se dire que ce n'est peut-être pas une disparition volontaire, mais plutôt un enlèvement, voire même un meurtre. Elle décide donc de retracer toutes les dernières semaines de Cynthia et sa matinée pour essayer de comprendre ce qu'il a pu se passer. Et voilà ce que les policiers découvrent. Déjà, ils sont sûrs qu'elle est bien arrivée sur son lieu de travail ce jour-là, puisqu'elle a répondu à des appels jusqu'à environ 10h du matin. Et c'est à partir de ce moment-là que plus personne n'a eu de nouvelles d'elle. Ensuite, ils vont découvrir que ça fait déjà un moment que Cynthia ne se sent plus en sécurité sur son lieu de travail. Depuis plusieurs mois, elle avait pris le réflexe de s'enfermer à clé dans son bureau à chaque fois qu'elle venait de travailler, mais surtout, elle avait demandé à sa hiérarchie de faire installer un espèce de petit buzzer qu'elle avait posé sur son bureau, et lorsqu'elle se sentait en danger, elle pouvait appuyer dessus et ça contactait le magasin d'à côté. Je sais pas si vous allez partager mon avis, mais bon, normalement, quand tu te sens en sécurité sur ton lieu de travail, tu fais pas ça.
Et l'autre élément qui va retenir l'attention des policiers, c'est qu'apparemment sur ce même lieu de travail, elle avait un admirateur secret. Un jour, lorsqu'elle est rentrée dans son bureau, elle est tombée sur l'inscription « I love you Cindy », signée des initiales GW. Je précise, le gars ne s'est pas trompé de bureau, Cindy c'était le surnom de Cynthia. Évidemment, l'inscription va être recouverte et lorsque ça a été fait, la personne est revenue à la charge et elle a réécrit « I love you Cindy », mais cette fois sans signer. Mec, il y a des approches beaucoup moins flippantes pour approcher les gens. Vraiment. Et la dernière information qui vient s'ajouter à tout ça et qui fait que la balance penche plutôt vers un drame qu'une disparition volontaire, c'est le témoignage d'un des clients de Cynthia. Il explique qu'il se trouvait la veille dans le bureau de Cynthia et qu'à un moment donné, elle a reçu un appel. Il ne sait pas qui c'était ni même ce que la personne lui a dit, par contre il se souvient très bien du visage de Cynthia qui est devenu totalement effrayé après ce qu'elle venait d'entendre. Suite à toutes ces découvertes, il y a vraiment beaucoup d'hypothèses qui ont été avancées, mais je ne vais pas toutes vous les citer puisque la plupart ont été abandonnées faute de preuves. Par contre, je vais vous citer les quelques hypothèses qui tiennent encore la route aujourd'hui. La première concerne les déclarations d'amour laissées dans le bureau de Cynthia. On va évidemment chercher qui pourrait être ce GW et on va rapidement trouver une piste. La seule personne dont les initiales correspondent dans l'entourage de Cynthia, c'est l'homme de ménage des bureaux dans lesquels elle travaille. S'il s'agit vraiment de cette personne et qu'il était un peu trop insistant, on peut vite comprendre pourquoi Cynthia ne se sentait pas en sécurité sur son lieu de travail. Cet homme de ménage, elle le croisait tous les matins et à chaque fois elle était seule avec lui jusqu'environ midi, heure à laquelle tous ses autres collègues arrivent. Étant donné que le jour de sa disparition, on retrouve certes son bureau fermé à clé, mais la lumière allumée, la radio allumée, la climatisation allumée, son livre ouvert, on se dit qu'elle est peut-être sortie en voyant l'homme de ménage passer pour lui dire d'arrêter, de lui envoyer des messages, et qu'elle pensait revenir rapidement dans son bureau. Mais malheureusement, la discussion aurait mal tourné. Mais malgré les recherches dans ce sens, rien ne va nous permettre de valider ou d'invalider cette hypothèse. La deuxième hypothèse concerne un possible enlèvement. Lors de l'enquête, les policiers reçoivent un appel anonyme d'une femme qui va leur expliquer que Cynthia est retenue prisonnière dans la cave d'une maison et après avoir lâché cette information, elle raccroche. Elle rappelle pour expliquer qu'il s'agit d'une maison blanche située elle-même à côté d'une autre maison blanche et que ces deux maisons appartiennent à la même famille. Malheureusement, elle n'en dit pas plus et elle raccroche. Ces éléments sont pris très au sérieux par les enquêteurs, mais malgré les recherches, ils n'arrivent pas à retrouver cette fameuse maison, et donc on ne sait toujours pas si Cynthia est réellement détenue dans une cave, et si oui, par qui elle aurait pu être enlevée. Donc même si cette hypothèse ne va jamais réellement être écartée, les enquêteurs vont continuer de chercher d'autres pistes. Et c'est là qu'une troisième hypothèse va rentrer en jeu. Cette troisième hypothèse concerne une affaire qui a été traitée dans le cabinet d'avocats dans lequel Cynthia travaille. Puisqu'elle est secrétaire, elle croise à peu près toutes les personnes qui passent par ce cabinet et ça lui arrive de temps en temps d'entendre des discussions. Peu de temps avant sa disparition, l'un de ses collègues, Richard Neuler, a décidé de prendre une affaire pour représenter José Rodriguez, soupçonné d'avoir participé à un trafic de drogue. Il n'a pas seulement été soupçonné puisqu'au fur et à mesure de son procès, les preuves se sont avérées être vraies et en 1995, il est inculpé pour ce fameux trafic de drogue. Et là, vous allez me demander le lien entre ça et la disparition de Cynthia, puisque la disparition de Cynthia, c'était 14 ans avant. Eh bien, le lien, c'est qu'au moment du procès, il y a un témoin qui va dire que José Rodriguez lui a avoué le meurtre de Cynthia des années auparavant. Le témoignage est jugé peu crédible, du coup, José Rodriguez ne va pas être inculpé pour ça. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est ce qui va se passer l'année d'après. En 1996, Richard Neuler, l'avocat de José Rodriguez et donc le collègue de Cynthia Anderson, va être inculpé pour complicité dans cette affaire de trafic de drogue. Les enquêteurs vont donc se demander si Cynthia n'aurait pas entendu une conversation qu'elle n'aurait pas dû entendre et que Richard et José ont voulu la faire taire. Et d'ailleurs, on va même se demander si ce fameux témoin de l'année passée n'a finalement pas été payé par Richard Neuler pour se protéger lui-même. Malheureusement, même si les deux seront bien reconnus coupables du trafic de drogue, aucun des deux ne sera inculpé pour la mort ou l'enlèvement de Cynthia, puisqu'il n'y a aucune preuve. D'autant que je vous le rappelle, il n'y a toujours pas de corps dans cette affaire. Et d'ailleurs, cette absence de corps va faire naître une dernière hypothèse au fur et à mesure des années. Pour certaines personnes, il s'agirait finalement d'une disparition volontaire. Cynthia aurait très grossièrement mis en scène un semblant d'enlèvement en allant jusqu'à même laisser un livre ouvert sur une page qui parle de l'enlèvement d'une jeune fille pour ancrer cette théorie dans l'esprit des enquêteurs.
Et la raison pour laquelle elle aurait fait ça serait très simple. Elle aurait un amant avec qui elle souhaitait s'enfuir. Cette théorie, elle se base sur le témoignage de son père. Souvenez-vous, il a évoqué un changement dans le comportement de sa fille peu avant sa disparition. Peut-être que c'était pour plaire à quelqu'un qu'elle prenait de plus en plus soin d'elle. Sauf que problème, déjà à l'époque, elle avait un petit copain, et surtout, elle vient d'une famille protestante ultra pratiquante, et ça aurait été sûrement très mal vu. Plutôt que d'avouer tout ça à sa famille, elle aurait préféré fuir pour vivre sa meilleure vie. Mais malgré les 40 années passées, elle n'a plus jamais donné aucun signe de vie, il n'y a même pas eu un seul mouvement sur ses comptes bancaires. Donc peut-être qu'elle est partie, mais on ne pourra jamais en être sûr non plus. Alors pour vous, s'agit-il d'une disparition volontaire, d'un admirateur secret complètement fou ou d'un coup de son ancien collègue? On n'en saura pas plus dans cette vidéo, donc avant qu'on se quitte, je vous laisse me dire vos théories en commentaire. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Si ma manière de raconter l'enquête vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, un commentaire ou même à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et d'ailleurs, on se retrouve dès dimanche prochain pour la prochaine enquête. Ciao ciao!